Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Allô Joël, Salut Julien! ça va bien? Ça va toi? Ouais, hey Joël, dis-nous quelque chose sur les auditoristes T'as encore des qui ne enfants? savent pas sur eux-mêmes. Oh! Vous êtes dans une simulation. Oh, Désolé. ouais, non, c'est plus drôle. Sais-tu pourquoi c'est pas drôle? Parce que c'est probablement vrai. Il n'y a aucune façon de discréditer cette idée. Je suis content que tu dises ça. J'ai des amis dans mon cercle, moi, que quand je dis ça, ils font « Ben, Bon, encore, on va y aller nous autres. Les enfants sont fatigués. encore l'affaire de la simulation. » Puis là, je leur sors comme tous mes cahiers avec plein d'écritures. Oui, parce que... puis- Puis toi, t'as un babillard un peu comme dans It's Always Sunny, là, avec ben des ficelles. C'est là, un puis- mélange de It's Always Sunny puis le nombre 23, je te OK, dirais. cool. Ça a l'air beau chez vous? Ben du liège, ben de la ficelle, ben des punaises. Puis, ouais. Ben des idées. J'ai écouté un film cette semaine qui m'a fait penser à un de nos sujets précédents. Le nombre 23? Non, Non, OK. C'est quoi? The Croods. C'est un film The d'ani- Croods, l'affaire d'Homme des cavernes. Ouais, c'est Ok. un film d'animation pour enfants. J'ai jamais vu. C'est comment The Croods? C'est sorti en 2013. C'est très... je pense que j'ai été diverti. C'est un film que j'ai écouté avec ma fille Ouais. et ma tendre moitié. Puis on a tout aimé ça. C'était unanime. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est surtout toute la ménagerie. Ça se dit-tu, ça? Ouais, t'as le droit de dire ça, ouais. Toute la ménagerie OK. d'animaux, de créatures issues de la xénobiologie. OK. Toutes plus originales les unes que les autres. Attends, c'est de la xénobiologie ou c'est juste de la paléo... Non, clairement, ça zoologie, existe. En là, tout cas, peut-être que quelqu'un va commencer à rire de moi, mais... On va faire comme Julien, Ouais. ces animaux-là ont tous déjà non, existé. non. Il y a des squelettes dans des musées. T'es en train de me d'archéologie. dire qu'un tigre avec des super longues dents, ça a déjà existé. Non, ça peut-être pas, là. Ça, il n'y a aucune source, Non, aucune mais preuve. je t'en montre quelques-uns. Là. Tu sais, on parle d'un genre d'oiseau avec des cornes de bélier multicolores. Mais attends, il y en a un, peut-être que lui Ok. existait. Là. Mais il y en a un que c'est comme des lémures, OK? mais ils sont attachés ensemble par la queue, ils sont comme une paire. Ouais. Ça n'a pas existé. Oui, ça existait, ça. Il y en avait, j'avais un jouet de ça quand j'étais petit, là, ça sortait d'un baril, là. Puis là, ils s'accrochaient tous les uns les autres après la queue. Il était comme rouge puis mince. Puis la baleine de terre, la baleine qui... tu vois que j'ai toutes La les- baleine de terre. Ouais, c'est une baleine avec des jambes. Là, puis OK. Hey, je pense que tu marques un point, puis je vais te dire, ça n'a probablement pas existé. Tu as réussi à me convaincre. Parce qu'une baleine avec des jambes, c'est la chose la plus absurde que j'ai entendue aujourd'hui. Ça va? Mais je te trouve drôle. Non, c'est ça. Fait que les couleurs, la nature des animaux, le comportement des animaux, il y avait de la suite, c'était conséquent. OK. Il y avait comme une genre de... J'appellerais ça un essaim d'oiseaux, là, tellement qu'il y en avait, qui était comme ultra carnivore, puis qui se garoche sur une de ces baleines-là qui marche, puis qui la dévore en une fraction de seconde. Mais ces oiseaux-là ont peur du feu. Fait qu'ils trouvent une façon d'utiliser le feu pour éloigner cet essaim-là. Puis à un moment donné, même pour les utiliser comme mode de navigation pour créer un genre d'engin volant. Là. OK. En utilisant le feu pour les faire tourner de bord. Puis, OK. fait qu'il y avait des idées, je Ben, trouve. c'est le fun, ça. Je trouve ça. J'aimerais ça le voir. Là. Je suis comme intrigué. Est-ce que le film est comme centré là-dessus? Ou c'est un truc genre vraiment périphérique, puis toi, tu t'y intéresses parce qu'on est nous autres, puis on check ça? C'est quand même pas pire central, dans le sens que c'est l'histoire d'une famille qui se définissent eux-mêmes comme étant des hommes des cavernes. OK. Puis ils vivent justement dans une caverne la majorité du temps. C'est comme ça qu'ils survivent dans un environnement très hostile. Puis à un moment donné, ils n'ont pas le choix de quitter leur caverne. Puis ils évoluent à travers... c'est comme la dérive des continents. Là. Ouais. Puis là, il faut qu'ils se trouvent à la bonne place au bon moment. Fait qu'ils sont forcés de s'en aller. C'est comme ça l'élément déclencheur de Exact. l'histoire. Là. On comprend que c'est ça. Là. C'est pas nommé, mais... C'est un peu comme dans Ice Age. Exactement, oui, ça ressemble beaucoup à ça. Est-ce que c'est Ice Age? Non, Non, OK. Fait que t'es sûr que ça s'appelle The Croods? ça s'appelle OK, The c'est bon. Croods. Fait que c'est pas Ice Age. D'ailleurs, je suis en train de checker, puis le cast, hein, les voice actors, c'est quand même... Ouais, je sais. c'est Nicolas Cage, Emma Stone, Ryan Reynolds, Catherine Keener,
Nicolas Cage fait le père en plus, puis il y a vraiment du Nicolas Cage dans le personnage. Ah ouais? Ouais, il est comme complètement cinglé, puis Le meilleur acteur et le pire acteur dans le même, dans le même dans corps. le même corps. Ouais. Ouais. OK. Fait que, ouais, ça valait le détour pour les personnes qui écoutent, qui ont des enfants, puis des fois, ils se demandent quoi faire, puis ils ont le goût de voir des créatures étranges. Mais là, moi, j'ai hâte de commencer à travailler un peu plus ma xénozoologie, là, genre Ouais. la faune. Puis je vais y arriver un moment donné, c'est juste que c'est loin dans le line, mais je peux tout le temps avoir des idées puis essayer de commencer à les intégrer. Je vais faire un texte en fin d'épisode aujourd'hui, puis je pense que j'en ai mis un petit peu. Mais là, je pense qu'il faudrait que je regarde The Croods, puis ça va peut-être m'aider à m'inspirer. Ouais, ou juste comme c'est sûr qu'il y a des supercuts là, sur YouTube où on voit les différents animaux, puis comment ils interagissent avec la famille. Puis... Mais en même temps, c'est très court là, comme film. Là, c'est pas. Je sais pas. C'est vraiment juste. C'est ton film préféré, c'est C'est ça mon que tu film essaies de me préféré, dire. c'est ça que je suis en train de OK, dire, c'est bon. ouais. Parfait. Juste après Casper. Juste après. Ah, c'est vrai, tout à l'heure, on a eu une belle conversation sur Casper. Il va falloir qu'on en reparle un moment donné, là, mais Casper, wow. 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 Juste wow. 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 Si tu viens de te joindre à nous. Wow. Excuse-moi, j'avais un. Wow. Wow. OK, vas-y. Si tu viens de te joindre à nous, tu es sur les ondes de choc.ca en train d'écouter Comme du monde avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Puis aujourd'hui, on parle ensemble de All Tomorrows. Oui. Est-ce que tu peux nous fournir le titre complet? Parce OK, que oui. Ça s'appelle All Tomorrows, A Billion-Year Chronicle of the Myriad Species and Mixed Fortunes of Man. C'est un texte, c'est un PDF de 2006 qui a été livré sur l'interwebs gratuitement, écrit par un artiste, je dirais illustrateur et créateur et clairement comme auteur de ce texte, mais c'est à moitié du texte, à moitié des images. Et c'est de la science-fiction, c'est de l'évolution spéculative avant tout. Donc, c'est de la xénobiologie, la xénoanthropologie. Et puis, c'est ça. Le gars s'appelle C.M. Kozemen. C'est un Turc. Il s'est publié sous un pseudo, sur un nom de plume, le nom de... Attends, j'ai ça. Nemo Ramjet. Ouais. J'ai pas trop fouillé pourquoi. Qu'est-ce qui fait que... Tu sais-tu, toi, pourquoi il a publié ça sous un autre nom? Ou c'est juste son pseudo Internet, puis... Je sais pas, mais tu sais, comme toi, tu l'as lu Nemo Ramjet, mais moi, j'étais comme Ramjet. Puis je trouvais que c'était un drôle de nom de plume. Mais Ouais, OK. Nemo je sais pas Ramjet. pourquoi. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est un alias sur un forum ou tu sais. On Là- sait pas. Là, parce là, que je viens ça sonne un peu d'ouvrir. comme ça. Là, moi, quand tu me l'as proposé, j'ai Mhm. trouvé le PDF puis je t'ai écrit j'ai trouvé quelque chose, mais je pense pas que c'est la bonne affaire. Fait que, dans notre visée tout à fait louable de toujours changer de médium à chaque fois qu'on fait une critique. Cette fois-ci, c'est une série télé. Cette fois-ci... Mais là, on est rendu là, dans le fond du baril et on analyse un PDF qui a de l'air d'un work in progress, qui a de l'air pas fini, mais qui était diffusé tel quel, puis qui a été une sensation Internet dans des cercles très nerds, disons-le. Ouais, mais de démiurgie, puis C'est ça. d'évolution spéculative. Puis... Mais ça a été une sensation Internet assez pour que des années plus tard... Puis ce gars-là, juste le dire, là, il fait pas n'importe quoi. Il consulte des vrais paléontologues. Il y a des études là-dedans. C'est un artiste, mais il va pousser sa réflexion un peu plus loin. Aujourd'hui, on est en 2024. En 2006... J'ai vu des trucs de lui récents qui il désavoue un peu. Il dit ce que j'ai fait en 2006, All Tomorrow, c'est un peu cringy, bon vrai? c'est un peu poche par rapport à ce que je suis capable de faire maintenant. Ah. Et c'est pour ça qu'il veut être il est en train de le réécrire. C'est un peu ambitieux de dire que quelque chose que tu as fait est cringy puis je suis capable de faire mieux. Ouais, On n'a pas encore vu ce qu'il a fait. Il va juste couper les 4-5 bouts qu'il a eu. Ouais, c'est ça. Mais fait que c'est ça. Fait que ça, c'était quand même assez méconnu de la sphère publique jusqu'en 2021 quand AltShift X, qui est un YouTuber avec une certaine popularité, a décidé de faire une vidéo qui raconte All Tomorrows. Fait que c'est ça. Fait qu'il existe une vidéo sur YouTube, une façon plus facile, plus simple de le consommer que de lire le PDF. Mais le PDF est vraiment pas si difficile non plus. C'est un truc de 100 pages. La moitié des pages, c'est des dessins. Fait que tu lis 50 pages. Mais la prose est... Je pourrais commencer tout de suite en disant c'est pas magique. Là. C'est assez... Bon, ben moi, ce que j'ai trouvé en regardant le PDF puis en écoutant la vidéo, c'est qu'on dirait qu'on a entre les mains le document de travail
de quelqu'un. Ouais, C'est avant comme- qu'il écrive sa vraie histoire. Avant C'est qu'il comme écrive si ses c'était vraies des affaires. notes. Ouais. Puis, il y a un reveal à la fin, une révélation, un punch, que ça se trouve à être comme le document comme d'un scientifique du futur lointain. Mhm. Ça fait comme du sens que ce soit ça, parce qu'on dirait vraiment les notes de quelqu'un. Ouais. Dans le sens où c'est pas, je dirais pas que c'est incomplet, mais je dirais que ça arrive à être complet, mais sans plus. Il y a des choix qui sont comme expéditifs et je trouve que des fois, c'est narrativement inacceptable. Ah ouais, OK. Je fais comme, là, genre, fallait que tu nous donnes 2-3 phrases de plus juste pour conclure cette idée-là parce que l'idée est comme laissée dans le vide. Là. Mais oui, avant qu'on arrive à la critique, peut-être je finis ma présentation. Ben, c'est ça la présentation. Puis je pense que le seul élément que je voulais rajouter, c'est que grâce aux vidéos de Alt-Shift-X, il y a quand même eu un regain de ça. Moi, je l'ai découvert parce que ce vidéo-là est apparu dans mon feed, parce que ce gars-là, Alt-Shift-X, il faisait des vidéos explicatives de théories de fans de Game of Thrones à l'époque où Game of Thrones, la série télé était à son pic. Là. Fait qu'il y a eu beaucoup de popularité. Fait que quand ça s'est sorti, c'est apparu, j'ai cliqué, j'ai regardé, j'ai fait « Mais c'est non mais intéressant ça ». Puis là, le PDF devenait comme un objet plus accessible. Sinon, je pense que je serais jamais tombé là-dessus. Puis je pense que le fait qu'on en parle aujourd'hui, je pense qu'on va le faire découvrir à beaucoup de gens. Là. Je pense que c'est quand même encore assez obscur comme création. Mais à la suite de ça, C.S. Kozeman a fait d'autres créations du même genre. Lui, il s'inspirait beaucoup de Olaf Stapledon, dont tu nous as parlé. Ouais. Puis il a fait des trucs après ça qui étaient comme dans la même lignée encore que... Puis All Tomorrow, c'est du Olaf Stapledon, je trouve. Là. Absolument. C'est une des choses que j'ai retenues, c'est que c'est la version courte, très courte, digeste là, de ce que Stapledon a fait. Mm-hmm. C'est la même idée. C'est sûr, quand on comprend cette idée-là, on peut aller dans 1000 directions différentes. Finalement, on ne raconte pas la même histoire. Mais c'est comme une genre de spéculation sur l'avenir de l'humanité. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi qu'il y a dans All Tomorrows? Qu'est-ce qu'on fait dans All Tomorrows? Fait que dans All Tomorrows, on part, on suit l'évolution spéculative, l'évolution fictive des humains. Les humains qui ont colonisé la planète Mars. Fait qu'on est déjà dans le futur quand tout commence. Absolument. Les humains vont vivre des conflits interplanétaires là, entre Mars et la Terre. L'auteur va nous proposer ce que les changements que ça peut amener dans la vie d'un humain d'habiter sur une autre planète. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la physiologie des humains, puis qu'est-ce qui va les différencier de ceux qui sont encore sur Terre. Il va arriver comme une genre de paix définitive chez les humains. Puis il va y avoir comme une race d'extraterrestres super avancés technologiquement. Là, on les décrit comme des anges là, qui arrivent. Puis ils vont juste... Qui s'appellent juste Q. Ouais, les Q. Q. Les Q. Qui vont mettre la marde. Je sais pas comment dire ça. Ben c'est ça. Dans le fond, à la suite des guerres entre Mars et la Terre, il y a les Starmen, qui sont juste comme les humains quand ils sont rendus un peuple interstellaire. Puis là, ils se font genre spotter par une race extraterrestre beaucoup plus avancée qui, eux, décident que c'est rien, les humains. Fait qu'on va juste jouer avec. Et je pense qu'il y a un truc qui est comme un peu un fanatisme dans leur conception du monde. C'est eux, les Q, pensent qu'ils sont le seul peuple qui devrait avoir comme une mainmise sur le contrôle de la vie, de la génétique, etc. Fait qu'ils voient le fait que les humains aient pris autant de place, ils voient ça comme un affront. Ils veulent punir les humains. Et dans leur volonté de punir les humains, leur façon de punir, c'est « OK, on va vous modifier génétiquement, on va modifier votre anatomie jusqu'au point où ce que vous êtes méconnaissable, vous êtes des pâles copies de vous-même, soit physiquement, puis là, votre cerveau est comme un cerveau super développé, mais qui est frustré d'être dans un corps aussi peu adapté à son environnement, ou soit même, on restreint vos capacités cérébrales, fait que vous êtes un humain qui se promène, mais qui regarde dans le vide, puis qui comprend rien, puis qui vit rien. Fait que le Q, on parle de 40 millions d'années de domination sur les humains partout, dans notre branche de la galaxie, là, comme un bras de spirale. Un bras de spirale. De la Voie lactée. Fait que partout là-dedans, il y a des humains, puis le Q va genre altérer
anatomiquement tous ces humains-là pour finir avec des centaines, des milliers d'espèces d'altérations weird. Certaines d'entre elles, sur certaines planètes, vont connaître une certaine renaissance. Fait que là, C.S. Cozeman nous les propose, nous les présente, les dessine. Fait que l'œuvre, c'est quoi le Ultima Rose? C'est qu'on explore tous les post-humains que le Q a créés, puis les conséquences de tout ça, puis chacun d'entre eux vit une tragédie. C'est quasiment toujours une tragédie parce que c'est toujours des peuples qui finissent par mourir, par s'éteindre. C'est la grande majorité. Je trouve ça intéressant parce que la grande majorité de la vraie évolution sur notre planète, c'est beaucoup d'extinction. L'extinction, exactement. Ouais. Fait que là-dedans, quasiment tous les peuples qui nous présentent finissent dans une extinction. Par design, parce que les Q vont carrément s'assurer que ces espèces-là ne s'émancipent jamais puis ne deviennent jamais rien d'autre que ce qu'ils sont en ce moment. Là, je pense Ceux qui sont capables de survivre, c'est comme par un hasard. Là, exact. Que le Q n'aurait pas pu prévoir. T'sais. C'est ça. Puis même qu'à un moment donné, on revient un peu au Starman, parce que évidemment, les Q n'ont pas comme capturé instantanément 100% de la population humaine. Fait qu'il y a comme des survivants, des humains qui ont échappé à ça puis qui ont évolué de leur côté. On va même... Oui, il y a la manipulation génétique de Q, mais ce que j'ai aimé d'un point de vue de xénobiologie, c'est que souvent aussi, il y a quelque chose qui marche avec l'environnement dans lequel le post-humain évolue. Oui, la faune et la flore qui est autour de cette... Puis même plus que ça, comme tu dis, l'environnement. Il y en a qui sont sous-marins, les atmosphères changent beaucoup. Il y a entre autres une planète avec une méga gravité, puis les humains qui... ils sont dégueulasses, les lopsiders. Qui ressemblent un peu aux poissons de fond, là, qui se promènent sur le côté. Oui, parce qu'il y a les deux yeux sur le top. Ouais. Puis une main qui est comme devenue une genre de nageoire aplatie, puis une qui est restée longue, probablement pour amener la nourriture à sa bouche. En fait, on ne l'a pas mentionné, mais il y a des illustrations pour chacun de ces post-humains-là. S'il n'y avait pas ces illustrations-là, ça serait vraiment de très peu d'intérêt. Parce que la démiurgie serait là, mais pour vrai, c'est les illustrations qui donnent comme le cachet à l'œuvre. Totalement, oui. Puis peut-être qu'on peut parler du style artistique choisi. Là. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je trouve que c'est parfait pour ce qu'il essaie de faire. Puis c'est lui qui les a dessinés. C'est lui, oui. C'est le dessinateur. Mais je trouve ça... Les dessins sont dégueulasses. On dirait que c'est des dessins qui nous proviennent d'un autre univers. Comme... Je comprends pas quel média, je comprends pas qu'est-ce que c'est supposé imiter, quelle forme visuelle. C'est vraiment comme complètement extraterrestre. C'est grotesque. Ouais. C'est ça le mot, c'est grotesque. Pour vrai, là, tu regardes ça la plupart du temps, puis c'est des... Je sais pas c'est quoi, pour vrai, le médium qu'il a utilisé. Ça a juste l'air des vieux bouts de papier de mauvaise qualité avec de l'encre qui a été comme renversée dessus. Puis t'as des dessins de petits bonhommes extraterrestres. Mais c'est tellement sale, puis rempli de... je sais pas comment dire ça, d'artefacts. Ouais, exact. Mais c'est quoi qu'il y a là-dedans? Moi, ça m'a donné l'impression que... je sais que ça se peut pas, mais ça m'a donné l'impression que c'était l'intelligence artificielle qui avait généré ces images-là, tellement que l'image a une qualité comme malaisante, presque uncanny valley des fois. Oui, vraiment. Puis il va souvent inclure les organes génitaux des parce qu'ils sont tout nus. Là. C'est des humains qui ont perdu toute leur... Il y en a plein qui ont perdu toute leur intelligence. Là. Ils sont loin de leur culture, toute leur dignité, absolument. Ils sont vraiment ils ont été humiliés par le Q. Fait que là, ils se ramassent, ils sont tout nus puis ils flottent. Fait que t'as des humains qui sont des herbivores qui broutent l'herbe dans des champs, puis qui ont maintenu leur intelligence, mais peuvent absolument rien faire d'autre que se promener dans des champs puis brouter l'herbe. Puis le mot humain, il faut vraiment l'étendre. Là. C'est des descendants des humains, mais il y en a là-dedans que c'est méconnaissable. Moi, je suis particulièrement offensé par les colonials. Est-ce que c'est les briques dans un mur? C'est les briques dans un mur. Un genre de patchwork d'humain. Fait que dans le fond, on a transformé l'humain en un genre de carré de chair qui ne fait que filtrer. Ouais. Puis on y a laissé des yeux. Puis il y a une forme d'intelligence juste pour qu'il soit témoin de son éternité à filtrer de la chenoute dans l'atmosphère. Dans le fond, dans l'histoire, les colonials sont les humains, sont les Starmen là, qui se sont le plus rebellés contre le Q. Et donc, le Q leur a réservé le pire sort, c'est d'être entièrement témoin de la vie la plus
la moins fulfilling, là, la moins agréable, la moins accomplie que tu peux s'imaginer. Fait qu'ils sont juste, tu sais, ce sont une courte pointe de briques à la grandeur du pays, qui est juste à terre, qui traîne. Puis eux, éventuellement, vont s'en sortir, puis vont finir par recréer une société de gens. Ça s'appelle le peuple modulaire. Ouais, ils sont modulaires, exactement. Qui sont juste des briques ensemble qui se coordonnent puis qui créent comme un organisme de plusieurs briques qui, en soi, peut finir par genre être mobile, être ambulant, avoir des ambitions de vie. Puis... Fait que cet exemple-là touche à quelque chose que j'ai vraiment aimé. On a affaire souvent à un châtiment vraiment brutal. Puis là, on se dit, il n'y a aucune façon de se sortir de ça. C'est terminé. Et il va pousser plus loin, des millions d'années plus tard, regarder ce qu'ils sont devenus. Puis là, il va trouver une façon que ces humains-là ont trouvé quand même une issue semi-positive au sort qui leur était réservé. Puis, il va même aller jusqu'à se poser des questions sur comment socialement ils vont s'organiser, comment ils vont faire pour cohabiter ensemble, qu'est-ce que ça a comme impact, ce passé-là, à avoir servi de système de filtration, qu'est-ce que ça a sur comment ils se comportent. Fait que ça, de projeter dans l'avenir ces caractéristiques-là chez une créature, là, même si c'est des humains, je veux dire, c'est une créature en bout de ligne, là, il le fait pour pas mal la majorité de ses inventions. Puis je trouve que ça fonctionne. C'est inspirant, puis c'est quelque chose qu'on devrait faire tout le temps. Je trouve qu'il y a vraiment... On peut genre saluer la dévotion à la logique et au réalisme dans quelque chose d'aussi bizarre. Il arrive à me faire y croire à certains égards. Puis je suis comme, OK, fait c'est vrai que si... pense aux swimmers. Eux autres se ramassent dans une planète océanique où il n'y a absolument aucune terre, puis c'est une évolution déformée d'un humain avec des nageoires qui est dans l'eau. Puis il dit, pour qu'il y ait une civilisation qui renaisse de ça, il faudrait qu'ils puissent utiliser le feu. Mais il n'y a pas de feu possible. Mais le feu est comme nécessaire pour pouvoir forger des outils, pour pouvoir... Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il dit, eux autres, ils ont survécu. Ils ont trouvé une façon de commencer à élever des outils. C'est comme s'ils utilisaient du matériel biologique pour les faire pousser sous une certaine forme ou leur donner un arrangement cellulaire qui leur permet d'avoir une utilité autre. Ouais. Il me semble que leur TV aussi, leur télévision, c'est comme un genre de... il dit que c'est fait un peu comme des pieuvres. Ouais. C'est-à-dire que le système de camouflage qui permet à la peau de changer sa pigmentation, sert aussi d'écran de télévision pour ce peuple sous-marin-là. Oui, puis ils ont des guns que c'est une espèce de crustacé qui dégueule des dents de poissons modifiés. Puis c'est ça leur gun, puis ils peuvent chasser avec ça en dessous de l'eau. Il va vraiment jusqu'au bout de ses idées. Mm-hmm. Puis là, une autre qui me vient en tête, c'est les genres de ptérodactyles qui vivent, qui maturent, qui ont une espérance de vie d'une 20aine d'années tout au plus. Fait qu'il va expliquer qu'est-ce que ça change, ça, pour eux, de savoir qu'ils ont une très courte vie. Ils vont être vraiment basés sur le loisir, puis l'hédonisme, puis le fait qu'ils volent aussi, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a rien d'inaccessible pour eux. Ils peuvent aller partout sur leur monde. Ça fait que dans leur monde, il n'y a pas de notion vraiment de frontières. Ça serait absurde. Fait que ça change la qualité des étonnations et de tout ça. Fait que c'est super intéressant parce que là on souligne ça, mais au final, quand je ressors de ça, là, je t'en parle, puis je suis comme, c'est vrai, ça, c'est le fun, ça, c'est le fun. Mais pour vrai, quand je le lis, puis quand je le vis, ce que je ressens, c'est un malaise, c'est l'horreur cosmique, c'est existentialiste, c'est un feeling qui est surtout... Puis la cruauté qu'il y a là-dedans, là, il laisse rien... tu sais, il laisse rien s'en sortir. Il n'y a aucun de ces humains-là qui va s'en sortir. Si tu penses comme, moi, j'aurais un petit faible pour cette gang-là, mais lui, en tant qu'auteur, il décide que la gang pour qui il y a un petit faible, fuck eux. Ouais. On les tue de la façon la pire, la plus cruelle que je puisse imaginer. Fait qu'il ose aller là. Je le trouve rough. Ouais. Mais c'est à écouter avec un certain détachement, puis, si possible, un peu d'humour. Oui. C'est sûr que c'est de l'humour noir, là, mais il reste qu'il y a quand même un genre de complexe de
il joue à Dieu, tu sais, d'une façon vraiment... On dirait vraiment que c'est un gars avec la pâte à modeler puis qui fait comme hi hi hi, c'est donc bien laid ça. Oh oui, ça c'est les humains, là, c'est pauvres eux autres. Ben, les Q, c'est un peu ça, ouais. Fait que par extension, l'auteur l'est un peu. Mais reste que oui, effectivement, la vibe body horror, Ouais, c'est horreur définitivement cosmique aussi, puis... fait que, Ben oui, quand tu fais genre des sail people, un ouais, peuple qui sont juste comme des grandes voiles puis qui sont poussés par le vent. ouais. C'est comme C'est ultra cruel. pauvre, genre, c'est quoi cette vie-là? C'est pour ça que l'idée de base d'être comme une œuvre d'évolution spéculative est tout de suite en partant gâchée, si je peux me permettre, Par le Q. par le Q, parce que c'est pas des vraies études xénobiologiques sur qu'est-ce qui pourrait se passer si le Q a juste comme inventé des humains qui Mhm. parfois ne correspondent même pas à leur environnement. Puis là, on nous permet d'observer comment ils vont s'adapter puis comment ils vont vivre avec ces nouvelles Ben, réalités. c'est ça, là où c'est de la spéculation qui est plus terre à terre, c'est qu'une fois que ces humains-là sont droppés par le Q sur une planète ou une autre, dans un environnement ou un autre, avec une flore, une faune, se développent de façon naturelle par rapport à leur environnement. Là, il y a comme un système qui est appliqué par l'auteur pour que ça ait du sens. Mais la créature originale que le Q a décidé de créer, ça, c'est de la pâte à modeler puis c'est n'importe quoi. Les t'sais. vers, man. Les vers, c'est juste des vers. C'est juste des vers qui bouffent de la cochonnerie sous terre puis qui en... Puis ils ont une face d'humain, puis c'est comme un long verre avec... Ouais, ouais. Ouais, fait que dans tout ça, il y en a quand même certains qui ressortent, pas par le dessin lui-même ou genre la cruauté, ouais, mais qui ressortent genre sont différents. Ils agissent de façon différente. Tu sais, moi, j'ai souligné que les Rune Hunters Mhm. changent la game. Les Spacers changent la game. Tu sais, fait qu'il y a quelques-uns de ces post-humains de première génération-là qui vont se développer en quelque chose qui va avoir de l'impact plus tard. Il y en a d'autres que l'auteur nous décrit en disant « Eux autres, ils ont fini par tout mourir. » Puis ça, c'est la plupart dans ceux qui nous décrit. Puis quand tu lis le texte, tu as comme 4 courts paragraphes. Tu as, mettons, un petit texte de 300 mots qui décrit les hand flappers. Ouais. Tu sais, en tout cas. Fait que tu lis ça, à la fin des 400 mots, quand il décrit les hand flappers, il dit « Ouais, fait qu'ils sont tous morts. » Genre, il n'était pas adapté. Puis là, après ça, tu lis l'autre sur le blind folk. Puis c'est ils sont vraiment cool, eux autres. Ils n'ont pas d'yeux. C'est comme des chauves-souris en dessous de la terre. Là, à la fin, non, ils meurent tous. Ils sont pas adaptés. Et il en fait survivre quelques-uns qui réussissent à s'adapter. Puis là, après ça, tu vois dans une deuxième génération, fait qu'on est genre 4 autres millions d'années plus tard, là, cette gang-là ils se sont adaptés, sont devenus différents puis adaptés à leur environnement. Fait que là, je trouve ça intéressant, ça. Plus que le Q qui fait n'importe quoi. Ça. Mais en même temps, le fait que on assiste à la naissance et à la mort subite de tout un pan de l'évolution, c'est un peu un miroir de c'est quoi la game de la sélection naturelle. Ouais. Puis aussi, ça fait que, bon, OK, eux, ils existent, OK, ils sont morts. Eux, ils existent, OK, ils sont morts. Eux, ils existent. Puis là, à un moment donné, eux, ils existent, et ils perdurent. Fait que là, il vient comme avec un élément de surprise. Puis souvent, Puis c'est un peu d'espoir. Ouais, Ouais. puis c'est ceux qui n'ont pas rapport. Hein. C'est C'est ceux pas que tu tes penses préférés. qui feront pas le cut à la fin, qui finalement sont là. Ceux qui mangent des insectes, là, s'en sortent pas pire. À un moment Oui, donné, ils les, réussissent comme à s'adapter. Insectophages? Genre, là. C'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Insectophagi. Puis ils Ouais. jouent tout un certain rôle dans l'extirpation de l'humanité des griffes des Q. Là. Puis eux, les insectophages, deviennent les bug facers, qui eux aussi sont un peu à part de toutes les autres. Je me rappelle la fin, là. Eux sont ultra xénophobes, fait qu'ils veulent pas parler avec personne. Puis ça les sauve quand le Gravital prend le contrôle. Qui est comme l'extension d'une autre. J'avoue que je me rappelle plus. Tu te rappelles plus? Les Gravitals, est-ce que c'était les humains de base qui ont évolué? Non. Ou... Fait que dans le fond, plus t'avances, plus il y en a qui ont... il y en a qui ont sombré à la première génération. Il y en a qui ont juste sombré une fois qu'ils s'étaient retransformés dans quelque chose, mais eux autres aussi, ils se sont fait tuer. Mais ce qui s'est passé, c'est que les Rune Hunters, eux, sont un peuple qui était parmi tous les autres peuples semblables à n'importe quel autre, super bestiaux, pas des vrais humains avec un vrai cerveau développé de sapiens. Puis les Q les avaient créés puis sont laissés à eux-mêmes. Sauf qu'ils sont laissés sur une planète
qui contient beaucoup, beaucoup d'artefacts culturels de la culture des Starmen. Oui, exact. La culture originale des humains, ils ne sont pas sur Terre, ils sont sur une des autres planètes conquises dans les premiers mouvements à travers le système solaire. Même plus à travers plusieurs systèmes solaires. Fait qu'eux, étant super gros en contact avec plein d'éléments culturels, puis là, c'est pas juste... Les éléments culturels, c'est pas juste un aqueduc, là. C'est genre des bombes nucléaires, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont accès à tout ça. Fait qu'ils se développent en pensant que c'est eux les vrais... c'est eux qui portent vraiment la culture des humains et que toutes les autres sont donc des espèces de... Des copies. Copies, puis qui valent rien, qui sont comme du bétail, puis ils deviennent de plus en plus intelligents. Ils se battent entre eux, ils passent proche de s'annihiler, mais non, il y en a qui finissent par survivre, puis ils font comme, OK, fait qu'on est les seuls détenteurs de la vraie humanité. On est le dernier bastion. Puis les autres, genre, sont rien, faut s'en débarrasser. Fait qu'ils finissent par devenir le prochain Q à vouloir, genre, éradiquer tout... Mais non, pas le prochain Q, parce qu'ils veulent juste éradiquer toutes les autres. Ils veulent pas transformer ou prolonger. Non, ils veulent juste tout tuer puis être les seuls. Parce que les autres, c'est des aberrations à leurs yeux. Ils abandonnent pas même leur forme biologique à un moment donné? Ouais. Ils finissent par... Mais ça, ils ont accès à full de technologie. Ils finissent par créer des machines où ils peuvent juste downloader leur esprit. Fait qu'ils font ça, là. Ils passent la fameuse singularité, là. Fait que là, ils vivent dans des ordinateurs. Ces machines-là s'appellent des Gravitals. Finalement, les Rune Hunters n'existent plus. Ce que tu as, c'est les Gravitals. Puis eux se promènent de monde en monde et éradiquent tout ce qui semble un peu humain avec absolument aucune sanction. Là. Aucune retenue. Aucune retenue. Ils font comme... Puis épargnent les bug facers parce que les bug facers sont comme tellement laissés à eux-mêmes, puis loin, puis cachés, que ça prend du temps avant qu'ils se rendent là. Puis quand ils se rendent là, ils font comme « Ah, eux autres, c'est les derniers, on s'en fout un peu. Là. On a fini notre job. » Comme Ils décident qu'ils modifient les bug facers, fait qu'ils jouent au Q avec les bug facers, mais les bug facers seulement. Puis ils en font des... Je sais pas si tu te rappelles, mais ils en font comme des outils à usage unique. Puis ils développent les bug facers. Genre, je pense que l'exemple qui est donné, c'est un bug facer et genre une créature... Ah oui, il y en a un qui pourrait jouer une chanson. Il y a qu'une toune pop qui pogne ces temps-ci. Ouais, c'est ça. C'est juste, genre, le bug facer, c'est un individu avec une conscience et une âme et que lui, tout ce qu'il est capable de faire, c'est jouer une toune pop qui pogne en ce moment dans la culture des Gravitals. What is my purpose? What is my purpose? Exactement. Fait que merci pour le Douglas Adams. Fait qu'il y a ça, il y a les astéromorphes, que eux ils viennent des Spacers, puis ça aussi, c'est un autre groupe différent. Moi, je les ai trouvés malades, eux autres. C'est tes préférés, hein? Ben, c'est vraiment cool. Parce que l'auteur explique vraiment bien comment ils se sont transformés. T'sais. Le fait qu'ils évoluent sans gravité. Au départ, tu peux peut-être raconter comment ils se ramassent là. C'est les derniers Starmen, eux autres. C'est les derniers Starmen, puis ils vont comme habiter en orbite autour de planètes plutôt que d'habiter sur les planètes. Puis ils vont développer des super longs membres et un système digestif pressurisé qui leur permet comme de lâcher un pet finalement puis de se propulser dans l'espace. Ils se propulsent dans l'espace en lâchant des pets. Ils habitent dans le cœur d'astéroïdes creux. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vivent pas la gravité. Fait que c'est ça, tout leur corps se déforme. Et eux sont, dans le fond, les Starmen qui se sont cachés du Q puis qui ont réussi à se cacher du Q en créant ces petites communautés-là dans des vaisseaux spatiaux cachés dans le cœur d'astéroïdes. Fait que ça ferait du sens que tu aies des super longs membres parce qu'en apesanteur, si tu peux te retrouver dans une situation où tu es juste pris là, parce que tu peux rien toucher puis comme tu flottes. Mm-hmm. Fait qu'eux, ils ont développé ces super longs membres-là pour les aider à naviguer dans des environnements d'apesanteur. Puis même qu'à un moment donné, ils développent des doigts au bout des doigts. Oui. Fait que ça... Ils ont comme des petites mains au bout de chaque doigt sur des membres extrêmement longs. Ils ressemblent de moins en moins à des humains. Puis c'est eux qui vont se retrouver à être comme en guerre avec les Gravitals. Ouais. Oui, parce qu'ils deviennent les astéromorphes, qui sont juste l'évolution naturelle de ça, qui est juste plus de la même affaire. Là. Ils sont juste ultra déconnectés de tout le monde, puis ultra faits pour l'espace. Puis c'est rendu les seuls qui confrontent les Gravitals. Fait que là, on est rendu vraiment loin dans l'histoire. Il y a des millions d'années qui passent. C'est ça aussi qui est particulier, genre le timescale, là, c'est
c'est inconcevable. C'est Exact. inconcevable. Hey, Clé. Tu continues tout le temps à dire ce mot-là, mais je sais pas si tu penses ce que ça veut dire vraiment. Inconcevable. Fait que, ouais. Après les ça, chaînes de c'est temps, pas moi, mal vers la fin. Là. Il n'y a plus grand-chose dans l'histoire d'intéressant, je trouve, une fois passé ce point-là. Exactement. Puis c'est là qu'on apprend que c'est comme un cautionary tale c'est comme un comment t'appelles ça? Un genre d'avertissement pour les générations futures fait par l'auteur de l'auteur fictif là, de cette histoire-là, qui est comme lui-même un scientifique. Puis, je veux dire, ça boucle bien la boucle. C'est pas... moi, je le conseille à tout le monde. Je pense que tout le monde devrait... tout le monde qui fait de la démiurgie devrait comme aller écouter la vidéo d'Al Shiftex ou lire le PDF. Ça prend comme... 1 heure. 1 heure. Maximum. Puis, ça montre vraiment c'est quoi le travail d'inventer quelque chose, d'inventer une créature, puis d'évaluer comment cette créature-là va se comporter, puis comment elle va s'organiser avec ses semblables, comment elle va s'organiser avec d'autres créatures, comment elle va modifier ses habitudes, puis comment elle va modifier même sa physiologie selon l'environnement dans lequel elle se retrouve, puis selon les contraintes qui y sont imposées. Je pense que c'est en tant qu'œuvre narrative que j'ai des griefs. Là. Je suis comme ça, c'est moins bon. Ouais. Mais je pense que si tu le consommes pour ce que c'est-à-dire, de un, c'est une œuvre visuelle, les dessins, ils sont malades. Ouais. Puis c'est aussi, il te propose des créatures inventées de toutes pièces qui sont pas créées au hasard, qui sont créées en contact les unes avec les autres. Puis c'est des vases communicants. Tu peux pas comprendre pourquoi... tu peux pas expliquer les astéromorphes sans expliquer le Q. Fait que genre, ça vient ensemble. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'en soi, c'est une œuvre. C'est pas juste 50 races que quelqu'un a mis dans le même document. T'sais. Ben, on dirait que c'est ça, puis que l'histoire est venue après. Mm-hmm. Tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même C'est souvent l'impression dans que ça t'a donné? Ben, moi, oui. Ouais. On dirait que c'est parti d'être un genre de Tu bestiaire. penses-tu qu'il a juste fait des dessins sur des napkins, puis à un moment donné, il a dit « il faudrait que je leur trouve une raison à ces dessins-là. » Je serais pas surpris. Mon bonhomme écrasé, puis il est sur une planète avec une grosse gravité. Là. Sûrement pas, mais on dirait des fois. Puis c'est correct. On l'avait dit, c'était comme un petit peu l'enfant qui fait un dessin. C'est une super bonne base pour de la xénobiologie, mais je pense que l'histoire, en tout cas pour moi, est vraiment pas importante. Mais c'est vraiment le travail de comment on fait puis comment on le développe. Je pense que c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis juste comme l'étrange en arrière de tout ça. T'sais. Je pense que c'est bien démontré dans le vidéo d'Al Shiftex que dans sa façon de lire, il y a vraiment des moments que c'est de l'horreur. Il y a vraiment des moments que c'est de l'horreur cosmique. Il y a des moments que c'est du body horror. Puis, je sais pas, je pense que pour vrai, là, pour prendre 45 minutes puis écouter une vidéo, c'est un bon 45 minutes. Si vous voulez aller consommer cette œuvre, que ce soit dans une ou l'autre des deux formes, c'est super facile. Le PDF, c'est écrit All Tomorrows sur Google, il sort. Puis le vidéo YouTube sort aussi. Je pense que les deux premiers liens, c'est un vidéo YouTube qui s'appelle All Tomorrows de Al Shiftex, puis un PDF qui s'appelle All Tomorrows avec une page Wikipédia de C.M. Coseman. Fait que c'est super accessible. Sais-tu s'il existe une version en français? C'est quelque chose que j'ai pas réfléchi de... Si jamais... non, je sais pas. OK. Ça serait éventuellement peut-être un projet intéressant. Mais ça, c'est un aspect qui m'intéresse aussi parce que la prose de C.M. Coseman, je l'ai trouvée parfois bancale, avec un vocabulaire super précis puis recherché, mais parfois, comme la façon de verbaliser une phrase, c'est un peu... c'est ça, un petit peu... ça manquait d'élégance. Mm-hmm. Puis je me suis dit, mais il est turc. Fait que genre, est-ce que le texte original est en anglais? Peut-être. Ou est-ce que le texte original est en turc puis il se le traduit lui-même? Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fouillé là-dessus. Je pense que c'est en anglais puis que c'est un turc avec un très bon anglais, mais que c'est quand même pas sa langue maternelle puis ça paraît des fois, ça transparaît à travers le texte. Ou il y a des connaissances en anglais vraiment excellentes, mais il est juste pas, je pourrais raconter une histoire. Là, ça se peut, ça aussi. Oui, ça se pourrait aussi. Très bon locuteur d'une langue, pas nécessairement un bon auteur, ça c'est une autre chose. Ouais. Mais somme toute, c'est vraiment cool, All Tomorrows. Puis je pense que c'est unique. Il n'y a rien d'autre qui me fait penser. C'est quoi d'autre qui fait ça? Ben, il a travaillé sur All Yesterdays avec 2 paléontologues, que c'est des illustrations de dinosaures qu'on
qui n'existe pas nécessairement. Je ne sais Ok. pas si ça vient accompagné d'histoires comme ça, par exemple. Puis Olaf Stapledon. Ouais. Quoique lui, c'est vraiment axé sur les humains, puis t'as pas l'étincelle des Q qui fait juste générer 50 sortes d'humains différents. T'sais, on suit vraiment comme la branche principale de l'humanité. Est-ce que tu trouves que le Q, c'est de la triche? Non, je pense que c'est un super bon déclencheur Parfait. pour une histoire comme Oui, c'est ça. ça. Parce que moi, je le prends aussi comme c'est la prémisse. Fait que tu peux tricher dans ta prémisse, c'est ton buy-in. Tu sais. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur les Q. Parce que j'avoue que j'aurais aimé, moi, savoir un peu Ah oui, plus. c'était quoi tes notes pour aujourd'hui, Julien? Tu m'as dit que tu t'étais pris des notes. Vas-y, J'ai- lis tes notes. J'ai écrit sérieux, fuck les Q. OK? J'ai écrit dude, les Spacers. Fait que c'est ceux qui ont les longs membres. Fait que t'es aimes, OK? Ça, c'est mes notes en l'écoute. J'aime le format court. Bel exemple de travail de Démiurge. Je pense que je l'ai dit tantôt. J'aurais aimé en savoir plus sur les Q. Mhm. Fait que vraiment, on dirait que c'est un peu comme des enfants dans un carré de sable, mais j'aurais aimé ça. Ah, fait que là, les Q, eux autres, ils font ça. Là. Puis là, les Spacers, eux autres, ils font Ah ça. non, Ça? pas l'auteur. Non, Non, j'avais ok. l'impression que les Q, ils étaient Ah, comme ok, genre, ok. ah, Je des pensais que tu humains! disais, genre, l'auteur, quand il t'offre ça, on dirait qu'il Non, joue non. juste avec ses bonhommes dans un carré de sable, puis il leur donne des noms puis des qualités. Non, les Q font ça. Puis ils Ah, ont des ok, bonhommes ok. que tu peux enlever les bras d'un bonhomme puis les mettre sur un autre bonhomme, puis c'est complètement ouais. loufoque, puis ils le font, puis ils trouvent ça drôle. Tu sais. Puis là, nous, ce qu'on voit, c'est la tragédie du bonhomme qui est pogné avec des nouveaux bras. Tu sais. Ouais. Il y a beaucoup de ces espèces-là humanoïdes qui sont ultra conscientes de leur sort pour l'éternité. Ouais. Puis c'est ça là, qui est tragique là, dans ça. Moi, il y a un truc qui n'a pas marché pour moi. Ah. Mais je sais pas, c'est peut-être ma lecture qui était mauvaise, mais dans le PDF, spécifiquement dans le PDF, parfois l'auteur dit « today ». Il dit genre par rapport à aujourd'hui. Puis le « today » correspond à nous, lecteurs 2006, pas à l'auteur fictif, narrateur. Ah. Fait que j'ai tout le temps l'impression, je suis comme, est-ce qu'il parle vraiment? Parce qu'il dit, dans plusieurs millions d'années dans le futur, il va y avoir ça. Mais le texte est au passé, puis à la fin, ça dit que c'est écrit loin dans le futur. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une job de révision quelque part qui s'est pas faite sur la temporalité qu'il voulait que son histoire ait. Là. Ou le scientifique fictif qui l'a écrit est capable de nous envoyer ce document-là Et il parle de dans le temps. Not Puis il Today parle à de nous. Not Today parce que c'est à qui il s'adresse, ce qui pose un autre problème. Oui. Ouais. En tout cas, c'est peut-être moi, ma lecture était peut-être pas, Fait pas qu'on bonne va pouvoir là-dessus. lire ton texte aujourd'hui sur la xénobiologie, c'est ça que tu nous as préparé? Pas du tout. Ah. Mais pour vrai, j'ai un petit Mais moi, je pense que t'en as un petit peu. Un petit élément ou deux de xénobiologie. Mais dans mon texte, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est rendu là? Ben oui. OK. La prochaine critique, là, dans un mois, Ouais. on parle de quoi? C'est moi qui t'ai proposé ça. J'aimerais ça qu'on parle de Neverland, qui est Neverland, dis-je, qui est un module d'aventure pour la 5e édition de Donjons Dragons, mais qui est indépendant, qui n'est pas publié par Wizards of the Coast. Puis dans le fond, c'est basé sur le fait que Peter Pan fait maintenant partie du domaine public. Ouais, puis là, c'est dans Neverland, là, le monde de Peter Pan. Exactement. Fait qu'il adapte cette œuvre-là à un jeu, un module pour un jeu de rôle. Fait qu'on analyse un module d'un jeu de rôle, Ouais. mais je suis sûr qu'on va trouver le moyen aussi que ça parle de Peter Pan, puis de Hook, puis de... Tu sais, Absolument. on va être dans cet univers-là. Absolument. Fait qu'on est dans Peter Pan et Cool. C'est Donjons fait par Dragons. qui? C'est fait par Andrew Kolb. OK. Je pourrais pas te dire comme qu'est-ce qu'il a fait d'autre, sur quoi il a travaillé d'autre, mais moi, je lis le livre à la maison, puis Ah, euh, wow! Il a fait Oz! il a fait Oz, le même Magicien genre de d'Oz module. aussi, ouais, qui est vraiment axé sur des trucs comme ça un peu... C'est un livre magnifique, là, les illustrations à l'intérieur sont incroyables, puis je trouve qu'il y a des bonnes idées, fait que je vais le relire, puis tu vas le lire de ton côté pour m'en parler. Cool. OK. Bon, ben, passons à la lecture. Pronostic lustral du domaine Naphitis. Monsieur Askep Naphitis, j'espère que vous recevez cette lettre en toute quiétude puis que la vie au Sénat vous est clémente. À l'achèvement de mon séjour dans votre demeure, je ratifie ce pronostic lustral, porté autant en tant qu'ami de votre noble famille qu'en ma foi de membre de l'Ordre des écomètres de Kinasté. 1. Finances. Laissez-moi tout d'abord vous féliciter pour votre santé financière. En mes 45 années de pratique, j'ai rarement vu une tenue de livre aussi appienne. Je connais certains bureaux de Descartes qui auraient avantage à s'inspirer de vos états de compte. J'ai pris la liberté de m'entretenir avec votre comptable quand elle est passée à Villa un jour matin dernier.
Elle m'a dit vous avoir convaincu de vendre vos droits de Raxiumray à un riche psitacien. Une sage décision. Maintenant que cette somme-là est officialisée dans les dossiers de l'ordre, ça va vous assurer un traitement préférentiel pour toute demande que vous souhaiteriez faire à la cour. Pour bénéficier du traitement suprême, vous pourriez considérer faire don de vos 2 Raxiurmes à vénérable famille Sieb. Des beaux joyaux qui enjolivent votre aile sud-ouest, assurément, mais une possession qui, vous le savez, trouverait sa juste place dans la salle du trône à l'Étakis. 2. Habitat. En termes purement écométriques, votre villa se trouve en dessous des attentes. Son orientation flanc ouest permet un lever d'Ayanif qui plonge le solarium dans l'or pendant 3 heures complètes, un augure hautement favorable pour l'avenir de votre lignée. Mais c'est pas mal la seule qualité rédemptrice du bâtiment. Mon inspection a révélé plusieurs sources d'inquiétude. Les voici. 2.1. Le mycélium postal s'est infiltré sous le porche de l'entrée des domestiques. Ça a commencé à gangréner les fondations, ce qui met à risque l'intégrité physique de toute l'aile nord, qui va s'affaisser puis finir dans Sanazod d'ici le prochain lustre si vous faites rien. 2.2. Une vermine, possiblement une nichée de dénois perses, semble avoir fait la passe aux réserves du grenier. Engagez un exterminateur avant le printemps si vous ne voulez pas perdre votre potager cet été. 2.3. L'aile sud-est manque sévèrement d'entretien. C'est très honorable de votre part d'héberger la plébéienne Girkida, mais son entêtement à ne pas laisser rentrer le staff dans ses appartements a mené à la détérioration des lieux. Elle ne voulait pas me laisser rentrer non plus d'ailleurs, fait que j'ai fait trompe première puis j'ai défoncé des portes pour trouver d'immenses piles de linge sale, des restes de bouffe moisis, son baldaquin déchiré puis de la vitre cassée au sol, en plus de la tapisserie gondolée dans la chambre d'eau, sur le mur d'où le bambou déverse votre flot de cascade. J'ai pas eu d'autre choix que de relocaliser Mme Girkida avec la gouvernante dans l'aile sud-ouest. 3. Ménage. Désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais l'état de votre maisonnée laisse grandement à désirer. En l'absence de vous et de votre épouse, je constate que le trône est rendu aux coquerelles. Un élément aggravant est l'attitude de Tohonien. Le pauvre n'a pas l'étoffe d'un châtelain. Vous auriez jamais dû confier votre demeure à un corvien, aussi jeune à part de ça. Il y a aucunement la force ni l'autorité pour réprimander le staff, puis là, il se crée tout permis. À titre d'exemple, un de vos domestiques est décédé, un garçon chez Hiroptérien, victime d'un terrible accident de couteau. Puis ça, c'était jour crépuscule dernier, le jour même de la réception des marchandises acquises par votre épouse au Grand Encan des Lourdes. Ben, vous n'allez pas triper d'apprendre que la famille du défunt a préféré pratiquer un de leurs rituels funèbres plutôt que de s'acquitter de ses tâches, puis que le livreur a dû dépacter lui-même les marchandises, moyennant des frais supplémentaires non négligeables. J'ai aussi remarqué un sinistre jeu de pouvoir entre le châtelain, la gouvernante, puis votre invité. Tohonien s'est clairement entichée de Girkida, puis elle en a fait son sous-fifre. En même temps, votre gouvernante fait preuve d'une tendresse particulière pour Tohonien, probablement parce qu'elle a été sa nourrice. Elle acquiesce à toutes ses requêtes, qui sont en fait les requêtes de la Corvienne. Je pense pas que c'est exagéré d'affirmer que la plébéienne Girkida vit en reine chez vous. J'ai bien peur que sa présence soit la source de la fragilisation de votre demeure. Elle exerce une influence négative sur Tohonien, sur le staff, puis même sur vos oisillons à travers la gouvernante. 4. Lignée. La situation est alarmante pour vos oisillons. D'après mon examen, les jumeaux sont en bonne santé physique, ce qui en soi est anormal compte tenu de leur mode de vie. Et ils mangent pratiquement jamais, vont plus dehors, puis prennent constamment des bains d'eau salée. La petite dort pas plus qu'1 ou 2 heures par nuit. Son frère, pour sa part, est rendu physiquement violent, avec les domestiques puis la gouvernante, mais encore plus avec sa sœur. J'ai dû obliger le châtelain à y restreindre l'accès aux cuisines parce que les couteaux disparaissaient pour réapparaître au matin, plantés dans le matelas désert de la petite. À ma dernière visite lustrale, les nouvelles étaient bonnes au niveau de l'acquisition de l'Irial. Les jumeaux, encore tout petits, s'exprimaient avec une syntaxe simple puis un vocabulaire de plus en plus vaste. 5 ans plus tard, ils ont tout bonnement arrêté de parler. Ils s'observent puis se sourient l'un l'autre à distance, puis ignorent pratiquement toute autre personne. Ça m'a tout pris pour que la petite me confie la source de son insomnie. Un monstre gluant qui y apparaît dans sa chambre la nuit. Quand je lui ai demandé où il se cachait, elle a simplement pointé sa propre tête du doigt. Je crains sincèrement pour leur bien-être. 5. Pronostic.
Afin que la Villa Naphitis retrouve son centre écométrique, je recommande 5.1. L'expulsion immédiate de la plébéienne Girkida. 5.2. L'assignation d'un patricien au poste de châtelain. Je suggère de choisir l'un des multiples neveux de Madame Itchatis, ce qui consoliderait l'alliance entre vos deux familles. Et 5.3. L'embauche d'un tuteur en écométrie pour accompagner vos oisillons dans leur développement. Bien à vous, Léurgash Jiekinasté, écomètre impérial. Cacheté par le bureau du tribun et l'Ormode, J4, S2, M2, A4, L2, C20, R de Sieb. Traduit de l'Érial par le Journaux. C'est curieux pareil, hein, un accident de couteau. Ah, c'est fatigant quand ça arrive. Pour vrai, il faut faire attention, faire nos angles morts. Oui, c'est un fâcheux accident. C'est un accident si vite arrivé quand tu te tiens à côté d'un petit gars épeurant. Ouais. Hey, il y a beaucoup de stock là-dedans, bravo. C'est intéressant. Ben, il y a tout le temps du bon stock, là, mais là, j'ai juste comme beaucoup de choses à dire. OK, vas-y. Premièrement, on a le nom du tribun. Ouais, c'est encore une lettre au tribun qui n'est pas... qui a pas l'entête de « ceci est une supplique » parce que c'est pas une supplique. Elle est comme un peu plus personnelle comme lettre. Ouais. OK. Il s'appelle comment? Fait que moi, je dirais Askef Nafitis. Ouais. Nafitis. C'est exactement ça. Le PH, c'est un c'est pas un F, c'est un pouce de l'air entre tes deux lèvres. Genre. Askef Nafitis. C'est la marde pour les micros. Hein. Oui, c'est le fun, le monde qui écoute. Oui, ils se font chier. OK. Ouais, fait qu'on peut mettre un nom sur un personnage. J'écris « wow ». Wow, il y a un nom, ce gars-là. Les comètres. Ouais. Les comètres d'Equinas, c'est comme quelqu'un qui regarde le feng shui de ta maison. C'est... Dans le fond, j'ai inventé le mot écomètre parce que je voulais un mot qui représente le concept de cette comme caste de personnes-là. C'est un expert en bien-être. OK. Fait que éco vient de oikos en grec, qui est utilisé dans écologie, économie, etc. Mais c'est vraiment, ça veut juste dire ta demeure, ton chez-toi. OK. Fait que l'écométrie mesure ton chez-toi. Et il va chez vous, puis il check si tout va bien. Il regarde ton argent, il regarde, il fait une inspection de la maison. Fait que c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait, je vais montrer comme la job d'un écomètre. Et pour moi, tu parles du feng shui, puis oui, c'est comme, je m'inspire du confucianisme un peu, OK. qui était comme ça. Le confucianisme, c'était très, il y a une façon de bien vivre, puis on a des experts en ça. Mais mettons que je suis plébéien, moi, je fais pas affaire avec un écomètre. Là. Non, tu vas jamais... Fait que c'est plus... C'est pour la caste dirigeante. Parfait, OK. C'est ce que je croyais comprendre. Pronostic lustral, ça veut dire que normalement, c'est le genre d'affaires que tu fais une fois à chaque lustre? À chaque 5 ans, oui. OK. Un lustre étant... en passant, c'est pas un mot en français pour ça, nécessairement. Lustre en français veut dire une longue durée, mais je l'utilise pour mes batchs de 5 ans. Dans ton calendrier, le lustre est daté. Une fois par 5 ans... c'est ton examen écométrique. OK. Fait que je vais y aller dans l'ordre du texte. OK, parfait. Et non pas en ordre d'importance. Une tenue de livre aussi appienne. Fait que c'est le fun. Ça nous donne de l'information sur ton peuple appien. Comme quoi, ils ont une tenue de livre impeccable. C'est des comptables. Tout est organisé au quart de tour. Ce qui fait du sens quand même pour des abeilles. Ouais. De garder ça... la colonie, puis l'unité, le hive mind, on peut s'imaginer que tout fonctionne vraiment bien. Ouais. On n'échappe à rien. Maintenant que ce somme-là est officialisé dans un dossier de l'ordre, là, on a comme mention de l'ordre avec un O majuscule. C'est l'ordre des écomètres. OK. Fait que les écomètres officialisent la somme. Il a vendu ses droits c'est les grands scribes impériaux, ils officialisent tout, puis tout rentre dans les annales de l'Empire. Ces affaires-là deviennent officielles. Comme les notaires, un peu. Exactement, Okay. C'est notarié. Là, les écomètres approuvent que c'est vrai. Et donc, l'Empire peut considérer que il a fait ça. Le tribun il a vendu ses droits de réaction. Fait que s'il voulait faire une demande plus axée, une demande personnelle, une faveur, le fait qu'il fait ce genre de transaction-là pourrait l'aider, l'avantager. Dans le fond, dans l'ordre des écomètres, toutes les transactions sont fichées. Puis toi, en tant que patricien, tu as un ranking là, dans
dans le système. Son ranking a grimpé un peu parce que ça, c'est un move qui est bien vu. OK. Il y a plein d'autres moves qui peuvent avoir du sens, mais clairement, le fait qu'il a vendu ça à gros prix, il est rendu plus riche, puis plus riche égale plus important. OK. Sauf que le don de 2 Raxium augmenterait aussi ce genre ce crédit social-là, je ne sais pas comment l'appeler. Ouais, là, ça serait de le donner carrément à l'empereur. Ouais. Puis ça lui permettrait d'avoir un traitement suprême. Ouais. Un traitement suprême chez les écomètres ou un traitement suprême... Imagine que les écomètres sont un peu agissent en tant que hauts fonctionnaires de l'Empire. OK. Quand tu es traité d'une certaine façon par l'ordre, l'empereur, il regarde ça comme une référence pour dire comment il faut que je le traite, lui. OK, l'ordre l'a placé là, parfait. C'est de même qu'on le traite. Très bureaucratique, très comme... Finalement, les sentiments et les émotions de l'empereur ne rentrent pas vraiment là-dedans. J'imagine qu'ils se superposent puis arrivent après tout ça. Je devine qu'un Raxium Ray ne donne pas des fruits souvent. Mm-hmm. Ben, c'est un raxiumier, OK? l'arbre. Puis non, il ne donne pas des fruits souvent. Mais la Raxium Ray est donc une plantation. C'est la plantation. On en a déjà parlé. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on apprend avec ça un petit quelque chose sur la suite d'un texte, le texte Fortune dormante en Mycitelle, où à la fin, la mairesse Baotis Hunahuna, la tortue, demande au tribun genre « Hey, aide-nous, investis là-dedans, puis il pourrait peut-être y avoir un raxiumier avec ton nom dessus. » Ouais. Là, on Lui, il l'a apprend fait. qu'il l'a fait. Qu'il a parti la game de genre, oui, on va aller, puis envoyer une compagnie. Puis là, on a eu la suite de tout ça qui mène à la guerre, finalement. Puis il a décidé de le vendre. Puis finalement, il décide qu'il vende ses droits de Raxium Ray. Il n'a pas vendu ses 2 fruits. Mais c'est ça, c'est qu'on voit que la plantation complète lui donne droit à certains privilèges, mais que s'il donnait ses 2 fruits, oh my God, le grosse... C'est ça, fait que ouais, un fruit ne pousse pas souvent. OK, fait que ça a beaucoup de valeur. Oui. OK. Incroyablement de valeur, même. Mm-hmm. OK. On ne sait pas encore ce que ça fait, par exemple. C'est-tu juste beau ou genre ça te donne un quelconque pouvoir? Est-ce que tu veux que je joue aux cachotteries ou que je te dise des choses là-dessus? Je veux que tu écrives des choses là-dessus. OK. Parce que dans ce texte-là, il y a des indices. OK. Ben, je continue, OK, puis parfait. on y reviendra. OK. Au niveau de l'habitat, là, j'avoue que c'est peut-être juste moi qui vais montrer à quel point je suis inculte, là, mais est-ce que le mycélium postal, c'est quelque chose? Non. OK. Fait que c'est quoi le rapport? Est-ce que ça a rapport avec la poste ou... Oui, carrément. OK. Un moyen de communication à travers l'Empire, c'est par du mycélium qui passe. Fait que dans le fond, des radicelles de champignons qui passent partout dans la terre, puis qui fait un réseau de communication. Comme s'il y avait un immense champignon souterrain qui nous permet de transmettre de l'information comme un... Ouais. J'ai jamais parlé de ça encore. OK. C'est un aspect qui est lié avec mon peuple fongien, mais j'en ai jamais parlé, je suis jamais allé là encore. Mais ouais, première mention du mycélium. Je l'ai appelé, j'y avais jamais donné de nom. Là, j'ai décidé que je mettais postal pour que dans la lecture de ce texte-là, on comprenne bien l'idée générale. C'est parfait. Mais je pense que je l'adopte, là, c'est mycélium postal. Parce que moi, dans le fond... C'est un service de messagerie. Ce que ça me fait comprendre, c'est que ton peuple fongien, ils ont un doigt à ces communications de tout le monde. Mm-hmm. OK. Mais est-ce que c'est le peuple fongien ou c'est comme certains fongiens? Ouais. C'est ça. OK. Parce que tout ça, c'est comme les communications impériales. Fait qu'il y a certains fongiens qui sont peut-être affiliés à l'Empire d'une autre façon que mettons, le fungus qu'on a rencontré il y a un mois. Oui, puis c'est comme une genre de spécialisation biologique aussi d'un champignon là, tu sais, qui sert à transmettre de l'information. On comprend que c'est pas genre un dude fongien qui est couché en dessous de la terre. Puis Non, exactement. Fait il y a certaines personnes qui arrivent à traiter cette information-là, puis il y a certaines personnes qui... J'avais l'impression que c'est quoi son nom? Le fungus, là. Ouais. C'est pas son genre d'affaire d'écouter les informations des autres. Exactement. Okay. La Sanazode, c'est comme le cours d'eau qui est en dessous de la villa? Oui, c'est la plus grande rivière de la région. Fait que, juste comme il y a une montagne qui mène en bas de la montagne, c'est la rivière. OK. Et on arrive à ce que je pense être ce que tu mentionnais quand tu parlais de xénobiologie, les Dinwapers. Ouais. Les Dinwapers. C'est quoi? Écoute,
C'est une Je sais nichée. pas. Non, je sais très bien Ok. c'est quoi, mais j'en ai pas parlé puis j'en parle pas aujourd'hui. Parce que, pas parce que genre, je veux pas vendre de punch, c'est juste parce que si je rentre là-dedans, on va passer 15 minutes à parler des Dino Pels. Fait qu'à un moment donné, je vais parler juste des Dino Pels. T'as des affaires à mettre sur ta liste. Ouais. Toi, tu pensais que la plébéienne Girkida, en changeant un peu son nom, j'allais pas catcher que c'était l'ancienne amoureuse de Kafi. T'es bon, puis c'est super, mais c'était pas pour te le cacher. C'est une irréalisation du nom en langage corvien qui était Grigda. Mais Grigda, ça se dit pas selon les systèmes phonotactiques de l'Irial. Fait que devient Girkida. C'est ça. Fait que j'ai découvert, parce que nous, dans le fond, les coulisses, on met nos textes dans un Google Drive. Ouais. Puis j'ai découvert que je peux rentrer dans où tu mets tes créations, faire CTRL-F, puis chercher Un mot. parmi tous tes trucs un mot. Fait que là, j'ai cherché, puis je savais que ça me disait de quoi. Fait que le Girkida, je l'ai cherché, ça me donnait rien. Fait que j'ai tapé Corvienne, puis là, j'ai vu le texte, puis j'ai vu que c'était le même nom, Ouais. presque. Là. Fait que c'est cool. Dans le fond, c'est quand on a pour faire un rappel, on est dans Gadin, le monde de Joël, avec des animaux anthropomorphes qui vivent dans un empire. Et c'est un peu tard pour. Si t'avais pas catché. Fait que si vous venez de vous joindre à nous, vous écoutez comme du monde. Il reste 12 minutes. C'est l'amoureuse de la Corvienne qui qui a été capturée. Ouais, la Par les caporale serpents. Rafi Ursot. Donc, on savait finalement que le tribun l'hébergeait. Ouais, elle nous avait dit tu l'héberges ça encore, mon calice. Ouais, Tu sais, lui, comme- elle s'imaginait qu'il y avait une aventure entre les deux. Ouais. Mais là, on voit qu'il habite même pas dans sa propre villa. Hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, Il est lui, comme absent. il habite au Sénat en ce moment. Fait que c'est elle qui est dans sa villa. Elle est encore là, ouais. Tohonian, c'est son châtelain. C'est la personne qui a mis comme aux commandes pendant qu'il n'était pas là. Moi, c'est genre le majordome. OK. C'est le gars qui gère la villa. C'est ça. OK. Bon, fait que depuis qu'il est parti, ça va pas bien. Il y a des incidents louches qui se passent. On voit, on voit sa réaction face à l'accident de couteau que l'écomètre, c'est quelqu'un de quand même assez... pas cruel, mais je veux dire, il s'en fout des classes. Tu sais, lui, il s'en fout qu'il y ait du monde qui meurt. Puis, ce qui compte pour lui, c'est le bien-être de la villa puis le cash. Ouais. Il est clairement, dans ce segment-là, dans le segment ménage, il montre qu'il est clairement classiste. Là. OK. Parce que lui, c'est un patricien. Puis il dit, ben là, t'as du staff, là, t'as des domestiques, là, qu'il y en a un qui est mort, là, on s'en fout. Qui Là. ont fait un rituel funèbre plutôt que de travailler. Puis le pauvre livreur a été obligé de débarquer ses affaires tout seul. Ouais. Puis là, moi, je ne l'ai pas écrit, mais le livreur, pour moi, c'est un plébéien. OK. Tandis que le gars qui est mort, c'est ce que j'appelle les pérégrins. Je parle jamais des pérégrins, mais c'est les hors-castes qui viennent faire un tour dans l'Empire. Ils peuvent être touristes. Chauve-souris, coquerelle. Exactement. Ils peuvent être touristes, mais la plupart du temps, sont esclaves. Fait que les domestiques, là, c'est un chiroptérien, là, c'est une chauve-souris. Là. On s'en fout de lui, il compte pas. Puis le livreur, ça, c'est un bon plébéien qui travaille fort, qui est là pour l'Empire. C'est les gens qui sont là pour nous, qui est partie intégrante de l'Empire. Lui, il a eu besoin de travailler plus fort, puis ça l'a coûté de l'argent. Puis là, c'est pas bon parce que vos finances, c'est important. Fait que c'est ça. Je l'aime pas, hein, ce gars-là. Non, on s'entend que tu le défends pas. Là. Je le défends pas en ce moment, en tout cas. C'est du bon world building, du bon storytelling, parce que là, on sait que ce gars-là, il est de même. Est-ce que tu as vu, il est de quelle espèce? Oui, il est rentré trompe première. Là, il est rentré trompe première? Ouais. J'aime ça, hein, tu fais tout le temps ça, mettre un petit indice pour qu'on comprenne c'est quoi qui se passe. Ouais. C'est un éléphant. Là. Fait que il se passe quelque chose de louche dans cette villa-là, notamment avec les jumeaux. Mm-hmm. Moi, ça me donne l'impression d'une influence extérieure. Est-ce que... Parce qu'il y a eu ça avec la mairesse aussi, la folie un peu, puis là, on commence à comprendre que c'est au contact des Raxium. Mm-hmm. Il y a aussi toute l'histoire de la créature visqueuse qui est hallucinée par la sœur. Puis moi, ça me rappelle un petit peu quand tu nous as montré l'illustration là, des furets, le masque de furet. Là. Ouais. Tout l'aspect superstition, créature qui nous visite la nuit. Ouais. Fait que là, je commence à nager là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose qui m'allume vraiment beaucoup dans ton texte. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Il y a une horreur liée au Raxium qui fait sa renommée, qui fait l'envie de tous, mais qui est une horreur. T'sais. OK. Là, puis là, c'est en train d'affecter des enfants.
Puis est-ce qu'on. Comme Je je vais me dire dis, que c'est le Raxium. C'est ça le truc que j'ai dit tout à l'heure. Je veux en parler. Oui. Mais il y a 2 Raxium chez eux. Il y a 2 jumeaux. Puis ils sont en contact constant avec ces fruits-là. Là. Fait qu'on s'imagine que la mairesse avait un Raxium chez elle ou 2 Raxium. Puis. C'est elle qui avait fait le deal. Ouais. OK. Fait qu'il y a un petit peu de Pet Cemetery. Là. On est allé à une place qu'on n'avait pas le droit d'aller, puis on en a subi les conséquences. Je me console en me disant qu'il va suivre le conseil de son écomètre, puis il va faire don des 2 fruits à la famille Sieb. Ouais. Ça va peut-être pas bien aller pour eux un coup qu'ils vont recevoir le don, par exemple. Mais peut-être. OK. Puis c'est peut-être pas le genre d'endroit où on veut que ça aille pas bien si on veut que l'Empire se porte bien, mais en tout cas. Fait que c'est ce que je m'étais noté. Je me trouve quand même pas mal clever. Oui, moi aussi, je te trouve clever. T'as une bonne lecture. Y a-tu un indice dans le... ils prennent constamment des bains d'eau salée? J'ai comme une vibe de... tu sais, dans Men in Black, là, de l'eau et du sucre. Le sucre, c'est super important quand t'as un extraterrestre dans le corps de... comment il s'appelle? Ah oui, tu cet le acteur-là? sais, hein? Mais oui, c'est l'acteur de... en tout cas, il est tellement... Vincent D'Onofrio. Absolument, ben oui. C'est le caïd. Ouais, OK. Y a-t-il fait... quelque chose qui pourrait expliquer un petit peu la nature? Oui, tout à fait. Tout ça est lié. C'est pas au hasard, là, le bain d'eau salée. Non, c'est pas au hasard. Ah, Joël. Ben, si tu veux essayer des affaires puis qu'on en jase, c'est cool. Ben, je pense qu'il faudrait que je relise tes autres textes, que je trouve un pattern, que je fasse des recherches. Je me dis que c'est peut-être basé sur... Étant donné que tu as des animaux anthropomorphes, est-ce qu'il existe une certaine espèce qui prend des bains d'eau salée, les dauphins? Je sais pas. Je cherche qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là, ces pauvres petits-enfants aquiliens. Les oisillons, les jumeaux. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Non, mais tu sais, à la fin, on arrive au pronostic. Le pronostic, c'est c'est ce qui demande au tribun de faire. De rejeter, de mettre à la porte Girkida. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment pourquoi Girkida est là. Pour moi, Girkida, c'est une dilettante. Dans son moment, là, c'est une plébéienne qui n'a jamais rien eu pour elle. Elle se ramasse à être laissée à elle-même dans une grande villa. Elle fait juste le party. Probablement le party avec le staff. Probablement que... ou elle invite du monde par rapport. Puis c'est ça. Elle fait juste vivre sa best life. Et quand l'écomètre arrive, il fait comme... Non, attends, là. Ça, là, c'est ça qui fait que c'est pas Feng Shui ici. Là. Elle, c'est number one. Moi, je pense que c'est pas du tout le problème numéro 1 dans la maisonnée. Puis que Leurgash Giakinasté, écomètre impérial, lui, de son œil raciste... Il passe à côté de... C'est ça, le problème. On a une petite plébéienne qui joue à la patricienne. Ouais. Il est là le cœur de ton problème. Les choses sont pas telles qu'elles doivent être. Cool, il passe complètement à côté du panneau. OK. T'es meilleur que lui, je pense. Tu pourrais être écomètre. Parce que je suis pas classiste, moi. Mais c'est qui? J'ai pas fait de contrôle F. Itchatis. Est-ce que c'est la conjointe? Non, ça n'a jamais été nommé. C'est Okay. une matriarche aquilienne importante, puis toute sa famille. Fait que la structure sociale aquilienne, c'est matriarcal, c'est hautement élitiste et, je sais pas comment dire, c'est des familles menées par une crone, là, une vieille femme qui est la grand-mère de tout le monde puis qui décide tout pour tout le monde dans toutes ces familles-là. Ces familles-là forment des clans qui sont comme en guerre les uns avec les autres, parfois s'allient. Dans le fond, c'est le profil que j'ai créé pour les Aquiliens, c'est l'aristocratie européenne du 18e siècle si elle avait été menée par les femmes plutôt que les hommes. OK. J'ai choisi que ça soit matriarcal. J'ai choisi que ça soit matriarcal juste comme ça. Genre, j'ai pas de raison biologique, écologique ou j'étudiais les aigles. J'ai juste décidé, on va faire ça à la place, ça va être différent. Puis ce que ça a comme impact, c'est que comme la société furette est hyper patriarcale, dans tous les postes importants de la société des furets, il y a des jeunes garçons aigles qui sont Nepo baby as fuck. C'est des neveux d'une matriarche importante, puis elle dit quoi faire.
Puis là, tu vas aller là, tu vas faire ça. Puis là, comprends, ouais. fait que c'est toutes ces vieilles femmes-là qui tirent les ficelles derrière ces jeunes garçons aigles-là. C'est le biais des furets qui font que c'est ces garçons-là qui sont mis dans des positions de pouvoir. Exactement. Et tout le monde qui a une tête ses épaules dans le patriarcat le sait. Genre, c'est pas caché, c'est pas une affaire comme une conspiration. C'est vraiment genre le neveu de l'autre vieille madame qui est en train de parler au Sénat, il dit pas ses propres idées. Tout le monde le sait. C'est le mouthpiece. C'est le mouthpiece d'une madame qui n'a pas le droit d'être là pour des raisons purement mustéliennes. Les furets ont décidé qu'il n'y a pas de femme qui rentre ici. Puis de quoi il aurait l'air s'il changeait d'idée. Puis... Exactement. Ouais. Fait que c'est tout ce rapport-là, je joue un peu avec parce que les aigles et les furets ont tout le pouvoir. Mais même quand tu as tout le pouvoir, tu es pris dans tes structures de pouvoir. Fait qu'ils sont pognés dans ces structures de pouvoir-là. C'est ça. C'est excellent. J'adore ça. J'ai hâte d'en savoir plus sur ces damnés fruits-là. Puis, qu'est-ce que j'ai dit d'autre tantôt? Les fruits, puis les... L'accident de couteau. L'accident de couteau, ah ouais. Il n'y a rien de plus à savoir, c'est un simple accident. Mais c'est un rappel pour les gens qui écoutent de faire attention, un accident de couteau s'est vite arrivé. Ouais. Et la semaine prochaine, on parle de langue. Oui, on va tomber dans notre épisode sur la linguistique. Enfin. Ouais, c'est un épisode spécial qui dure 15 heures. Il y a juste moi qui parle, puis Julien attend. Des fois, il fait dodo. Oui, je fais Bon, parfait. Okay. Fait que langue la semaine prochaine. Yes. Puis ceux qui ont envie de se préparer pour notre épisode critique dans un mois, Neverland. Neverland. Ouais. Ben, c'était vraiment cool, Julien. Yes, merci beaucoup. À la Bye semaine bye. prochaine. À la semaine prochaine. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.